le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon début de week-end, bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h, dernier numéro de la semaine, depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas, pour présenter la page internationale. À Jacques Mel, c'est la Dream Team, Joannel François, Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacmel, l'Iran et l'Arabie Saoudite, poids lourds du Moyen-Orient, ayant rompu leurs liens en 2016, ont annoncé vendredi qu'ils allaient rétablir leurs relations diplomatiques d'ici 2 mois. À l'issue des pourparlers en Chine, quelles sont les réactions des autorités américaines? Les précisions de l'envoyé spécial de France 24, Mathieu Mabin, à Washington. Oui, en tout cas, la rencontre entre les émissaires saoudiens et iraniens à Pékin n'avait évidemment pas échappé au radar diplomatique de Washington. Et même si concrètement, ni Anthony Blinken ni Joe Biden ne peuvent condamner ce qui, au moment où nous parlons, et on l'a entendu à l'instant, n'est qu'un rapprochement diplomatique, le fait que ce rabibochage partiel soit orchestré par Pékin n'est pas du tout anodin, bien sûr, pour la diplomatie américaine. Pékin et Téhéran sont déjà liés par un accord stratégique pour 25 ans, on le sait. Un accord qui, pour le moment, ne contient qu'une succession de partenariats à caractère énergétique et économique, mais qui contient également un volet de recherche et de développement tout à fait compatible avec des projets, cette fois, liés à la sécurité et à la défense. Or, dans le contexte actuel, évidemment, c'est-à-dire, disons-le, dans le contexte d'hypertension diplomatique entre Pékin et Washington, tout ce qui pourra contribuer à dessiner les contours de 2 nouveaux blocs, concrètement d'un nouveau monde bipolaire, pour reprendre les termes d'Anthony Blinken, tout ce qui pourra y contribuer est regardé avec la plus grande prudence par le département d'État américain et la Maison-Blanche. La discorde entre Riyad et Téhéran participait d'une certaine façon, à l'équilibre des forces dans la région. Un équilibre qui, ces dernières décennies, a été largement bousculé par la succession de conflits que nous connaissons en Irak, au Yémen ou encore en Syrie. Mais là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de l'influence chinoise sur la planète, concrètement. Dans le fond, la réouverture des ambassades annoncées par l'Arabie Saoudite et l'Iran ramène les 2 pays à une situation diplomatique récente, puisque la rupture n'avait que 7 ans. Mais encore une fois, au moment où les nations subissent de fortes pressions pour choisir leur camp face à l'offensive russe en Ukraine, par exemple, et donc plus largement à choisir le bloc dont on parlait à l'instant, le rapprochement de l'Arabie Saoudite et du clan irano-syrien n'aura pas d'effet que sur l'équilibre des forces au Proche-Orient. Donc clairement, pour Washington, ce rapprochement diplomatique n'est pas ouvertement une mauvaise nouvelle, bien que, comme vous l'avez rappelé, Joe Biden aura un œil sur les conséquences de ce rapprochement sur Israël, évidemment. Mais encore une fois, Washington, dès lors que l'arbitrage est opéré par la Chine, Joe Biden ne pouvait de toute façon pas accueillir la nouvelle avec un enthousiasme excessif. Direction le Mali, la junte au pouvoir au Mali a annoncé vendredi le report du référendum constitutionnel prévu le 19 mars, tout en assurant qu'elle respecterait ses engagements quant à un retour des civils à la tête du pays en 2024. Voici un reportage à CD Africa News. Le 27 février, le président de la transition malienne recevait le projet de constitution présenté comme final, alors que le texte devait être soumis à l'approbation du souverain primaire le 19 mars. Délai trop court pour être tenu. Le gouvernement malien a annoncé vendredi le report du référendum constitutionnel. Aucune nouvelle date n'a été communiquée. Premier glissement du calendrier électoral, dont le point d'orgue est l'élection présidentielle prévue en février 2024. Le scrutin permettra le retour à l'ordre constitutionnel dans un pays dirigé depuis 2020 par des militaires. Vendredi, le porte-parole du gouvernement malien s'est voulu rassurant sur le respect de cette date négociée avec la CEDEAO.
En Ukraine, lors de sa déclaration quotidienne, le président ukrainien a dénoncé les bombardements russes de ce jeudi, les plus importants de ces 3 dernières semaines. Voici un reportage signé Euronews. Le président ukrainien a déclaré ce jeudi soir que peu importe la perfidie des actions de la Russie, notre État et notre peuple ne seront pas enchaînés. Volodymyr Zelensky a fait cette déclaration suite aux nouvelles frappes massives russes qui ont provoqué une vague de coupures d'électricité, notamment à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Це критична ситуація. І Росія йде свідомо на створення таких критичних ситуацій на наших атомних об'єктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде світу. Не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a lui estimé que les frappes sur la centrale de Zaporizhzhia étaient une grave violation de la sécurité nucléaire. Zaporizhzhia is the biggest nuclear power plant in Europe, the biggest in Europe, and Russia is putting in danger the entirety of our joint European continent, Russia included. Dans le secteur de Bakhmout, la Russie redouble ses efforts pour en prendre le contrôle. Le gouvernement ukrainien continue, lui, d'envoyer des renforts pour ne pas voir la ville symbole tomber. 2023, il y a 20 ans, l'invasion de l'Irak. 2023 marque les 20 ans de l'invasion américaine de l'Irak et la chute de Saddam Hussein. Entre souvenirs douloureux et visions de l'avenir, peu optimistes des Irakiens témoignent. Voici un reportage signé TV5 Monde. Dans la nuit du 21 mars 2003, le ciel de Bagdad prend feu. L'ultimatum américain exigeant le départ de Saddam Hussein a expiré la veille à l'aube. Washington vient de lancer sa guerre préventive, justifiée selon le Pentagone par la présence d'armes de destruction massive. Quelques heures plus tard, depuis le Koweït, des dizaines de milliers de soldats américains et britanniques pénètrent dans le sud du pays. Pendant plusieurs jours, d'âpres combats les opposent aux unités de la garde républicaine irakienne, avant de parvenir, le 7 avril, au cœur de la capitale. Un souvenir douloureux pour les jeunes Bagdadis. En 3 semaines, toute une génération est privée de son droit à l'insouciance. Dans notre quartier à Bagdad, il y avait une base des forces irakiennes à côté de chez nous. Nous avons été touchés par les bombardements, ce qui a été un choc pour nous quand j'étais jeune. Je m'en souviens encore. La situation était très difficile et Dieu merci, nous nous en sommes sortis. Le 9 avril, cette image symbolique frappe les esprits. Le régime de Saddam Hussein s'effondre. Après une traque de 9 mois, le despote qui a fait régner la terreur pendant 24 ans sera arrêté le 13 décembre 2003, puis pendu fin 2006. Washington crie victoire, mais le pays et ses habitants sombrent dans la guerre civile. Alors qu'à l'été 2003, le scandale d'Abu Ghraib et le traitement des prisonniers par les Américains a choqué, la coalition est considérée comme une force occupante et doit faire face à des mouvements de résistance, des conflits interconfessionnels et des guérillas urbaines qui feront de nombreuses victimes parmi la population. En 2007, nous avons été bombardés lors d'un raid des forces américaines. Les maisons autour de nous s'effondraient. À l'époque, nous dormions tous sur le toit terrasse. Le lendemain, lorsque nous sommes retournés sur le toit, nos matelas étaient pleins d'éclats d'obus. En parallèle des affrontements armés, les alliances se brouillent. L'État est fragilisé, laissant tout loisir aux organisations terroristes pour s'imposer. La violence s'immisce dans toutes les strates de la société. Après la guerre, il y a eu un incident que je n'oublierai jamais. Un voisin qui vendait des CD et des cassettes a été tué par des hommes armés. Le meurtre a eu lieu dans la rue, avec des impacts partout. Aujourd'hui, je pense que c'était un meurtre lié au climat d'oppression et d'injustice de l'ancien régime. En décembre 2011, les derniers soldats américains quittent le pays. En près de 9 ans, plus de 100 000 civils ont été tués. La démocratie voulue par Washington est loin d'être effective. Et aux Irakiens qui ont vécu cette période, aucun traumatisme n'aura été épargné. Quant aux armes de destruction massive, elles sont finalement restées introuvables. Section la Russie, ce dimanche, le Conseil de sécurité russe se réunit pour aborder des sujets
Concernant la sécurité du pays, Vladimir Poutine prendra la parole par visioconférence. Écoutons le président russe Vladimir Poutine. Et les relations avec nos alliés les plus proches, et en particulier au sein de la communauté économique eurasiatique, c'est au cœur de notre attention. Il y a des sujets particuliers que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, rapport de M. Lavrov. On commence par vous. Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из важнейших наших направлений, о развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по Евразес. Много аспектов, которые постоянно находятся в поле нашего внимания. Но есть отдельные темы, которые мы договаривались обсудить именно сегодня. Пожалуйста, у нас докладчик Сергей Лавров. С этого начнем. Прошу вас. Добрый день. Мы сегодня поговорим. C'est le terminus sur la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique aux 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo, du soleil pour Boston aujourd'hui. 48 degrés Fahrenheit, ça donne 9 degrés Celsius. Jacmel, 82 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.